سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف Bonsoir, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver. Nous allons parler cinéma et littérature dans l'émission de ce soir et nous allons voyager à la fois aux États-Unis, au Liban aussi. Avec vous, Johanna Hadji-Thomas, et vous, Khalil Jorej, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi artiste, plasticien libanais. Et le dernier film que vous signez a pour titre A Perfect Day. On verra ce que vous faites et l'ensemble de votre travail dans une seconde. Voyage aux États-Unis avec Eddie Harris, auteur américain qui signe Jupiter et moi, publié chez Liana Levy. Deuxième partie de cette émission, cinéma, aux abois. Elie Moon et Ludmila Michael sont à l'affiche de ce film de Philippe Collin, d'après le roman de Tristan Bernard. Enfin, nous recevrons avec Mine du magazine littéraire qui fait son titre ce mois-ci sur la défense et l'illustration des langues françaises. Quelqu'un qui est un habitué, que je remercie de venir dans cette émission, c'est Jean Echenoz, dont le dernier roman s'appelle Ravel. Il y a dans ce livre quelque chose qui ressemble à une absolue perfection du roman, s'il me permet ce compliment. Invités musicaux également ce soir avec Claire Diterzi et Byung-Ki Kwang. Il est coréen, c'est un grand maître du kayagum. Et le kayagum, c'est une sitar, ou la kayagum, c'est une sitar à 12 cordes. Manière de voir pour commencer cette émission, les uns écoutent l'autre et l'autre écoute les uns et ensuite vous échangez. On va commencer avec vous. Vous êtes cinéaste, vous êtes plasticien, vous êtes libanais, mais j'aimerais quand même que vous vous présentiez encore un peu. Johanna Hadji-Thomas, Khalil Jorej, qui êtes-vous? Une vaste question. On travaille autant dans les arts plastiques, comme vous l'avez dit, que dans le cinéma. On essaye de faire... on travaille beaucoup à Beyrouth, sur le terrain même où on vit. Et on fait des films qui sont toujours plus personnels et à chaque fois plus personnels, en essayant de travailler sur des thèmes qui nous sont chers, qui sont des thèmes comme ceux de la latence ou de l'absence, ou peut-être aussi de la façon dont on peut vivre notre présent au Liban après une guerre civile quand même qui nous a beaucoup marqués. Êtes-vous des enfants de la guerre? La guerre, je le rappelle, c'est 1975-1990. C'est de nombreux morts et c'est aussi 17 000 disparus. Oui. Ou, enfin, en tout cas, chiffre estimé. Est-ce que vous êtes des enfants de la guerre? En tout cas, la guerre nous hante. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu la mettre entre parenthèses. Comme ça a été à un moment une certaine imagerie qui est apparue juste après-guerre. Pour nous, elle s'est transformée. Et en cela, elle est venue hanter tout notre travail, notre identité et ce que nous sommes aujourd'hui. Et dans la tentative de nous définir aujourd'hui, on dirait que nous sommes en train de chercher ce que nous sommes et comment nous pouvons vivre à partir et à Beyrouth. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression que j'utilisais avant le journal, qui était le travail sur l'identité? Est-ce que vous êtes en quête d'une identité, la vôtre, celle d'un pays, le Liban, celle d'une ville, Beyrouth aussi, Beyrouth qui est centrale dans votre travail? Je ne dirais, enfin, pour ma part, je ne penserais pas dire que nous sommes en quête d'une identité, mais nous sommes en quête d'une individualité, d'une singularité, ce qui est un petit peu différent, parce que nous venons d'un pays très communautaire et très féodal, et surtout très confessionnel, c'est-à-dire que tout le pays est régi par 17 confessions, qui se divisent tous les postes du pouvoir, les postes administratifs, et c'est aussi une façon de voir les choses. Et Khalil et moi, on travaille beaucoup pour amener peut-être à l'émergence d'une individualité qui peut choisir, qui peut dire je veux ça ou ça, et sans être toujours attaché à sa communauté ou prédéterminé par son nom, sa confession. Est-ce que votre couple, à la fois dans la vie et professionnel, est une singularité?
On essaye souvent de le présenter comme tel. En tout cas, c'est un lieu de travail aussi que de travailler ensemble. C'est un lieu qui n'est pas toujours évident et qui, au niveau de qu'est-ce qu'une identité, pourrait aussi être une réponse dans le sens que ce n'est pas une identité absolue et pour toujours. C'est un lieu de production de sens qui varie. Et ça nous intéresse de se penser comme ça. C'est-à-dire que les raisons qui font qu'on travaille ensemble aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes que celles qui nous ont motivés il y a quelque temps. Donc ce travail de se reconfigurer, de produire un nouveau sens régulièrement, nous intéresse. Vous êtes né en 1969 à Beyrouth, l'un et l'autre, oui. Et aujourd'hui vous êtes enseignant, l'un et l'autre, mais vous êtes d'abord cinéaste et plasticien. Hier, mon confrère Le Monde vous comparait aux époux Straub en France, qui sont ce couple improbable qui fait aussi du cinéma et qui se nourrit de sa vie de couple, en tout cas dont le couple est fondateur du travail intellectuel, et oui, vraiment du travail intellectuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Le journaliste disait que notre travail était très différent au niveau de la forme et du fond et de tout ça. Non, mais je parle de la façon dont le couple, dont la dialectique, la dialectique subtile du couple fait qu'on réussit à produire autre chose. C'est sûr. À ce niveau-là, je pense que tous les deux ensemble, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait seuls. On aurait fait des choses différentes. Je ne sais pas si on aurait fait ces films et peut-être des films, ce genre de films. J'aurais peut-être écrit, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est ce dialogue avec Khalil qui m'amène à avoir le désir de ce qu'on fait. Mais peut-être aussi que ce n'est pas tout à fait... je ne sais pas. Moi, je dirais que j'ai pris ça pour un compliment, parce que chez les Straub et Huillier, il y a une certaine radicalité. On a l'impression qu'ils ne font pas de concessions. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer quelque part dans notre travail. Joanna a dit qu'on faisait des films très personnels, où on essaie autant que possible de ne faire aucune concession. Et travailler à deux sans faire de concession n'est pas toujours forcément harmonieux. Straub et Huillier sont connus aussi pour ne... Ils s'engueulent, oui. Voilà. Nous aussi, on s'engueule beaucoup sur les plateaux, mais bon, c'est un petit peu différent comme genre, disons. S'engueuler encore gentiment. Voilà. Il y a deux films. Hein. Aujourd'hui, c'est Perfect Day, qui est un film presque triste, en tout cas qui est un film dans lequel les corps souffrent beaucoup. Vous avez fait un film précédent qui était autour de la Maison Rose, et dans lequel on était plus dans un registre extrêmement léger. On était dans la comédie, alors que le terreau de l'un et de l'autre film, c'est la même chose, c'est-à-dire une ville qui a été détruite par la guerre. Et quelle est la façon qui vous correspond le mieux? Est-ce que c'est la comédie ou est-ce que c'est Perfect Day? Pour situer le thème de ce film, un fils et une mère décident de faire mourir, donc légalement, un disparu. Parce que ça change et ça changera durablement leur vie, puisqu'il s'agit de poser la mort de l'autre, alors qu'on peut indéfiniment la repousser puisqu'elle est disparue. Ce qui s'appelle faire le deuil, c'est le père et le mari. Oui, on peut aussi rajouter à ça cette histoire que ça se passe en 24 heures dans le Beyrouth d'aujourd'hui, et que ce jour-là, ce jeune homme de 26 ans qui pousse beaucoup sa mère parce qu'elle ne veut pas faire cette formalité-là qui est très dure quand même à accomplir, lui va profiter de ce jour-là pour changer un peu sa vie et retrouver la femme qu'il aime et qui ne veut plus le voir. Donc ce film se déroule du matin jusqu'à l'aube du prochain jour. Vous avez dit que c'est un film triste. Moi, je dirais que c'est un film que chacun interprète à sa façon. Il y a des gens qui pensent que c'est un film qui finit de façon très positive aussi. Ça s'appelle, en arabe, ça s'appelle un jour autre.
ça peut vouloir dire le même jour qui va se répéter ou un jour différent qui va enfin avoir lieu. Il est parfait le jour, donc aussi. Justement, à partir du moment où on considère que c'est a perfect day, parce que c'est pas un jour parfait a une connotation qui pourrait être un peu cynique. A perfect day renvoie à la chanson de Lou Reed, à celle de P.J. Harvey, donc il y a une certaine mélancolie qui nous intéresse. Bien sûr, il y a une mélancolie, mais comme le disait Joanne, c'est un film qui opère un peu comme un miroir, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une proposition, une expérience cinématographique que certaines personnes vont interpréter comme quelque chose de triste et d'autres qui vont y trouver au contraire beaucoup d'humour, une certaine légèreté et un certain travail à l'anecdotique. On peut hésiter sur le côté un peu... Oui, il y a un peu d'humour, mais on est quand même... On est plus dans le sentiment de la perte et de qu'est-ce que je fais avec cette patate chaude qui s'appelle la perte ou le deuil. On va regarder un extrait de votre film dans une seconde, mais un mot sur la question initiale, c'est vous vous sentez mieux dans la comédie ou dans un registre un peu plus sérieux, puisque vous dites qu'il y a aussi... Mais on a accepté de changer, c'est-à-dire quand on parlait d'identité remise en cause. Mouvement, voilà, en mouvement, voilà, je on est là où on est. Je pense que c'est proche de Perfect Day, c'est le dernier qu'on ait fait, mais je pense que c'est oui. On va regarder un extrait, donc Malek et Claudia, le fils et la mère sont en train d'essayer de mettre au point cet acte légal, judiciaire, qui fera que le père et le mari sera considéré comme mort, comme disparu, puis comme mort. قولك لازم نخبر الناس نعلنها يعني مش لازم نتقبل التعازي يا ماما صار له 15 سنة مختفى شو خص هايبة هاي اليوم غير يمكن صار لازم نحد عليه ما بعرف إذا لازم نحد عليه مرات بشوفه وبحس فيه انت لا ما بتشوفه وما بتحس فيه خاف اذا شي نهار رجع وما لقيني هون ينتقم مني يحاسبني يحود علي يقول لي كيف بدك اياني ارجع اذا انت ما نطرتيني كل ليلة بنطره بسمع كل سيارة بتمرق عنا بالحي وحدة وحدة كم مرة فكرت إنه هيدا هو وقول هلأ رح يوقف ويصف ويفتح الباب ويطبشه. Extrait de ce film. Alors, les choses qui m'ont frappé en le voyant, c'est le regard que vous avez sur les corps, ou la manière dont vous parlez des corps. Ce garçon, ce fils, est atteint de narcolepsie. Autrement dit, quand il n'a pas d'activité, il s'endort, ce qui est une maladie. Vous parlez donc de somatisation. Et dans tout votre travail, il y a ce rapport au corps. Comment est-ce que le corps dit plus ou dit autrement que l'intellect ? Il y a, sur le rapport au corps, il y a quelque chose qui nous a tout de suite intrigués. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose de très charnel, de très sensuel à Beyrouth. Et ça nous intéressait de travailler sur une absence de corps, puisque le deuil est beaucoup plus difficile quand le corps est absent. Et comment, quelque part, on essaye de se reconfigurer dans un territoire, de se réapproprier un territoire. Joanna parlait tout à l'heure d'une forme de recherche pour essayer de s'individualiser, se singulariser, pour sortir d'une communauté préexistante. Et généralement, on essaye de faire ça justement par un travail de corps, de se réapproprier son propre corps et le corps des autres. Donc il y a un rapport très charnel qu'on ressent. Et c'est même au niveau de l'interprétation de la ville, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus la ville qu'on ne tente de la définir. On est dans l'ordre de la sensation. Je note que Malek, qui est atteint de cette maladie, a par ailleurs un contact avec l'extérieur qui est le téléphone portable, emblématique de la modernité. Donc le besoin de se projeter ou de rester en contact avec l'extérieur à soi.
Comme la voiture aussi. La voiture, c'est le même genre de véhicule, le véhicule de la modernité qui le porte, il erre dans cette voiture. Et en fait, il est atteint du syndrome d'apnée du sommeil, qui a un rapport avec la respiration. Et c'est une maladie qu'on a choisie volontairement à cause de ça et à cause de l'aspect physiologique plus que psychologique de cette maladie, parce qu'on avait envie de travailler sur le rythme. C'est-à-dire que c'est un film sur le rythme du deuil quand le corps est absent, le rythme de la rupture quand l'un des deux ne veut pas accepter cette fin, et le rythme général d'un monde qui va de plus en plus vite et qui demande à nos corps d'être des corps de plus en plus performants. Et lui, justement, son corps s'absente à lui-même, il le lâche. Et c'est ce qu'on avait eu envie de montrer. Et de montrer aussi des dispositifs de ce corps endormi dans des lieux où on ne dort pas, comme sur la corniche, ou en boîte de nuit, ou dans sa voiture. Ou en pleine rue, voilà, dans sa voiture. Et c'est vrai que dans une boîte de nuit, habituellement, on ne dort pas. Parce qu'on ressent une certaine agitation. Et en même temps, cette agitation, on la sent assez immobile, comme si on courait sur place, sur un tapis électrique, par exemple. Et on a voulu essayer de donner ce sentiment-là. On le voit dans l'exemple qu'on vient de montrer. C'est un problème de temporalité, de synchronisme entre la mère et le fils. Lui, son père, pour lui, il est mort il y a 15 ans. Et elle, il vient de mourir. Et il y a un monde qui les sépare, 15 ans les sépare. Et comment pouvoir vivre ensemble quand on ne partage pas le même rythme? C'est une question fondamentale aujourd'hui et qui renvoie aussi à la façon dont on peut accepter nos propres fantômes. Là, dans l'extrait qu'on vient de voir, elle lui reproche de ne pas le voir, de ne pas l'entendre, de ne pas le sentir, comme s'il était dans le déni du fantôme. Et quelque part, il devient un zombie, un peu comme Jalal Toufi l'écrivait à propos de Hamlet. Hamlet voit le fantôme du père alors que la mère ne le voit pas. Et c'est quelque chose qui nous intéresse, ça, sur les sociétés qui vivent après une catastrophe. Qui vous intéresse d'autant plus que dans un moyen-métrage précédent, dans Cendres, là, le corps avait disparu et vous montrez, alors que le fils revient avec les cendres du père qui a voulu se faire incinérer, on voit une famille qui, engoncée dans sa tradition, ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas de corps et qui fait jouer à un ami de la famille ou à quelqu'un le rôle du mort. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est un film, on travaille là-dessus sur le fait qu'il n'y ait pas de liberté civile au Liban. Il n'y a pas on ne peut pas être hors des lois religieuses. On est obligé de se marier religieusement, on doit mourir aussi de la façon dont notre confession l'indique. Et donc l'idée c'était, et si je veux me faire incinérer, ben, qu'est-ce qui va arriver? Et on a imaginé cette histoire-là par rapport... parce qu'on essaye toujours de travailler sur la même chose, c'est-à-dire un individu qui peut choisir, qui peut dire... Et c'est parce que je pense qu'on croit profondément, Khalil et moi, qu'à travers ce choix-là, on pourra sortir des problèmes qui se sont posés avant-guerre, qui ont conduit à la guerre et qu'on retrouve aujourd'hui aussi au Liban, dans notre société. Je disais que vous n'étiez pas que cinéaste, que vous étiez également artiste. En tout cas, vous faites des propositions extrêmement différentes. Par exemple, dans votre travail de plasticien, il y a le cercle de confusion. Et vous proposez aux gens qui voient une immense photo de Beyrouth de décoller des morceaux prédécoupés de la photo et de se retrouver face à, on le voit sur ces images, ou face à rien, ou face à eux-mêmes, puisqu'il y a le reflet. Qu'est-ce que ça dit de cette ville qui s'est explosée pendant 15 ans ? C'est une tentative de réfléchir sur les modalités de la représentation de Beyrouth. On a toujours voulu donner une définition de Beyrouth. Et en même temps, dans ce rapport qu'on entretient à l'image, c'est que peut cette image, le rapport fétichiste qu'on peut entretenir à un fragment. Donc cette photo est une photo de 4 mètres par 3 qui est découpée en 3000 fragments. Chacun de ces fragments a une valeur pour celui qui l'a choisi. Et derrière chacun des fragments, il y a marqué « Beyrouth n'existe pas ». Dans cette volonté de dire que Beyrouth n'existe pas, c'est un peu une référence presque lacanienne, c'est dans la volonté d'essayer de la considérer comme justement une construction, une reconstruction pour chacun d'entre nous. Et ça renvoie un peu au travail qu'on a dans le film. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la reconstruction de Beyrouth telle qu'elle s'est mise en place, l'évolution politique du Liban telle qu'il se met en place, aujourd'hui, la présidence d'Émile Laoud est remise en question
Oui, sérieusement. Hein, très fortement, alors que son mandat a été prolongé de manière constitutionnellement artificielle en 2004. Est-ce que ça veut dire que cette reconstruction, pour vous, n'est pas juste ? Non, bon, il y avait une petite allusion, c'est vrai, au fait qu'au centre-ville, il y avait eu une petite, on peut dire, une dépossession des biens de certains, et un échange avec des sortes de... comment on appelle ça ? D'actions. Voilà. Mais cette pièce, elle veut surtout dire que le regard qui est posé sur le monde arabe, souvent, en général est un regard qui n'est pas est sans nuance, quelque part. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que pour nous, nos films, nos pièces sont aussi une alternative à ce regard-là, en disant que la façon dont on regarde un pays ou une ville ne renvoie qu'à nous-mêmes. Et ce miroir-là, c'est pour bien voir qu'on ne peut pas définir un pays. Mais si vous avez cette difficulté-là à vous retrouver dans votre propre ville, ou dans votre propre capitale, ou dans votre propre pays, comment est-ce qu'on peut donner à l'autre, à l'étranger, à celui qui visite, la nécessité d'un regard différent ? Si vous-même, vous êtes... Ce n'est peut-être pas la nécessité d'un regard différent, mais c'est peut-être la sensation que quelque chose lui échappe. C'est-à-dire que l'image qu'il voit est une image qu'il ne peut pas épuiser, ou qu'il ne peut pas, en tout cas, réduire à la définition préétablie qu'il a. On a ce problème-là, ça a commencé depuis des siècles avec une forme d'orientalisme qui a constitué et qui a figé une certaine image, qui s'est constituée à partir de l'Occident, on va dire, mais que l'Orient s'est réaccaparé et qui a complètement assimilé. Et en face de ça, aujourd'hui, dans presque tous les pays arabes, on a une forme de monopole d'une certaine image politique, par exemple, qui vient et qui empêche, je dirais, l'émergence d'autres alternatives. Donc nous, notre travail, c'est justement de se créer ce territoire. Et ce territoire, pour pouvoir le rendre viable, il faut l'incarner. Donc c'est de nouveau un rapport au corps. C'est de proposer aussi, de dire, voilà ce qui se passe aussi dans le monde arabe. Le film Perfect Day, c'est un film très sensuel, c'est un film très incarné. Ces travaux-là aussi, c'est aussi pour dire, ben, nous existons, nous travaillons, nous sommes peut-être anecdotiques à côté des grands événements politiques qui sont relayés, mais il y a d'autres réalités dans le monde arabe. Et ça fait encore une fois référence à d'autres travaux qui sont sous-jacents dans notre démarche. Ces cartes postales, par exemple ? Ces cartes postales sont assez particulières parce qu'en fait, en 90, quand la guerre est finie, on retrouve ces cartes postales de lieux qui n'existent plus. Et nous, ça nous a beaucoup frappé parce que c'était l'image officielle donc, des années 60, 70 où tout va bien, le Liban et la Suisse du Moyen-Orient, et après-guerre où tout va aller très bien et où l'économie va reprendre le dessus, on va tout reconstruire. Et entre les deux, 15 ans où nous avons vécu une guerre civile, pourquoi, comment, il ne s'est rien passé. Et concrètement, les cartes postales, vous les passez au chalumeau ou... Alors, c'est un projet qui s'appelle Wonder Beyrouth, qui est en fait, encore une fois, une recherche... C'est encore une recherche de comment être en contact avec un présent. Abdallah Farah, qui est celui qui aurait pris les photos avant-guerre, les aurait durant les années de guerre, et, il aurait tenté de les rendre conformes à son présent, en écoutant, par exemple, par les informations exactement... les événements, il aurait essayé de reconstituer épisode par épisode ce qui était en train de se passer. Et d'altérer ces images-là, en fait. Et c'est ce qu'on a fait, nous, on a produit des cartes postales de guerre. C'est ce qu'on appelle, pour bien rendre présente, voilà, il y a eu cette guerre, ces bâtiments ont été altérés, et maintenant, il faut garder ça en mémoire pour pouvoir construire après quelque chose. Êtes-vous des artistes, ou est-ce que l'histoire récente du Liban fait que vous êtes forcément des artistes engagés ? Quand vous voyez, je voulais vous montrer quelques images plus actuelles de l'importante manifestation qui a eu lieu récemment, le 14 février, à l'occasion de la mort de Hariri. De la mort de Rafik Hariri. C'est la commémoration, cherchez mon terme, merci. Juste un an après. Oui. Donc, est-ce que vous vous sentez engagé de manière beaucoup plus citoyenne et immédiate dans la rue ?
Oui, bien sûr, mais avec ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire quand même au Liban. Les Libanais sont descendus dans la rue et c'est un petit peu ce qu'on les appelait à faire en essayant d'imaginer un personnage qui dort et qui va peut-être se réveiller d'une certaine façon. Donc c'est assez exceptionnel, mais il faut sortir des communautarismes et même ensemble, les communautés restent assez définies. Et on voit qu'au Liban, quand on a parlé dans la rue, on parle derrière des vitres blindées. Sur l'actualité qui est la vôtre et sur cette recherche qui est la vôtre, je voulais vous montrer les images d'un film qui est en train de, enfin qui sort, qui est sur les écrans, qui est le film Massacre, Sabra et Shatila par ses bourreaux, de Monica Borgman, Lokman Slim et Herman Tessen. C'est sorti depuis une semaine et c'est un documentaire d'1h30 sur la manière dont aujourd'hui les bourreaux de Sabra et Shatila, donc ces militants ou ces membres des milices libanaises, les Kataïeb, formés en Israël, milices libanaises, sont allés dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila et ont systématiquement massacré toute la population, femmes, enfants, vieillards et tout ce qui pouvait traîner comme incarnant la vie. Je vous en montre un tout petit extrait et je vous demande un commentaire juste après. Extrait de Massacre. بس مثل ما بقول لك بس تفوت انت بتفوت مثلا في 100 واحد واقفين بالصف يعني بتقتل اول واحد دقيقه شوي بتقتل الثاني بدقيقه اقل بتقتل ثالث دقيقه اقل بتقتل الرابع بس تتسلى يعني ما بعرف اذا طلعت الكلمه مضبوطه بس بتصير القصه معك يعني هلا بتطلع 4 5 يكونوا 6 يعني ماش بتتاثر يمكن عم اقول لك اول واحد بتقول لا هذا زلمه مثلا او مره او شو ما كان هذا انسان يعني طلع فيها بتقوصوا شو ما كان بس الثاني اخف خلص يعني تكون انت مثل ما بنقول مرنت نفسك يعني ما له خراج عشان تسال. Voilà, Massacre, donc Monica Borgman, Lokman Slim et Herman Tessen sur ce massacre de Sabra et Shatila et des témoignages tellement similaires à ce qu'on a pu entendre au Rwanda par exemple, ou au Cambodge. Je pense au travail de Riti Pan. Comment est-ce que vous intégrez, vous, cette histoire-là? Comment est-ce qu'elle vous parle? Elle nous hante. Pas simplement on l'a intégrée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui opère véritablement comme un gouffre insondable pour nous. Il y a, que ce soit... on n'a pas eu la chance de voir Massacre encore, parce que nous sommes malheureusement dans un côté un peu frénétique du fait de la promotion du film. Mais j'ai très envie de le voir, parce que je crois que c'est un travail nécessaire aussi. C'est-à-dire ce travail de mémoire et surtout cette interrogation sur comment on peut en arriver là. Mais quelque part, je crois que quand nous, on s'intéresse sur ces 17 000 disparus. Aujourd'hui, 15 ans après la fin officielle de la guerre, on ne trouve pas de charnier. Beyrouth a été entièrement reconstruit et on ne trouve pas de corps. 17 000 corps à faire disparaître, ça suppose presque une industrie, une économie de la liquidation des corps. Ça voudrait dire quelque chose qui est horrible à penser. Et donc quelque chose qu'il faudra forcément un jour penser. Oui, où sont ces gens? C'est-à-dire qu'il y a 17 000 familles qui attendent encore, qui ne savent rien de leurs disparus. Ces gens sont bien quelque part, ou leur corps est quelque part. Et on ne retrouve pas. Et c'est ce qu'on montre un peu dans le film, quand on trouve un corps, c'est un corps d'avant-guerre, ou comme on a trouvé un charnier aujourd'hui au Liban, c'est un corps d'après-guerre. Ce sont des corps d'après-guerre. Parce que le dernier charnier qu'on a trouvé à Anjar il y a peu de temps, il semblerait mais il semblerait, nous sommes encore dans des hypothèses qu'il daterait d'après-guerre. Donc là aussi, la guerre a été mise en parenthèse. Et quand nous venons travailler sur des cartes postales de guerre, c'est que nous essayons d'en reparler, revenir, ou en tout cas de refaire un imaginaire, de correspondre à un imaginaire. Et pour Massacre, j'ajoute une petite chose. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de comprendre aussi que cette violence, la barbarie, elle n'est pas seulement chez les autres. Et ça c'est important aussi. C'est-à-dire, oui. Pardon. Ed Harris, qu'avez-vous entendu
de ce qu'ont dit Johanna Alji-Thomas et Khalil Jorej? Beaucoup de choses. Mais premièrement, le contraste entre leur manière de travailler et le mien, leur sensibilité, la manière de trouver ou de mettre le symbolisme dans le... Peut-être parce qu'ils sont aussi plasticiens autant que cinéastes, mais leur manière de mettre de trouver la signification dans leur travail. Par rapport à moi, qui est tout simplement un écrivain qui essaye de décrire une histoire banale peut-être, mais une histoire, et de trouver une signification dans cette histoire. Et deuxièmement, c'est le problème de communauté et d'individualité. Parce que nous, aux États-Unis, je cherche, en tant que noir américain, je cherche toujours une façon de décrire la communauté, l'identité, en même temps d'être un individu. Et ça, c'est l'écartèlement. Oui, ça c'est essentiel pour moi. On va poursuivre dans une seconde. Je vous propose d'écouter Claire Diterzi, chanteuse, guitariste, auteure, compositeur. Elle a joué pendant 15 ans dans un groupe de rock alternatif et forcément l'idée lui a pris et l'envie lui a pris d'aller voyager en solo. Cela dit, ça ne s'est pas fait puisqu'elle a rencontré Philippe Découfflé, qu'elle s'est retrouvée au Japon avec lui pour aller y interpréter avec quelques grandes... pointure, ces chansons, et quand je dis grande pointure, ce sont des danseurs d'élite japonais. Son album Boucle est un concentré de 4 années de voyage pour le moins extraordinaire. Nous la retrouvons dans un premier titre, ça s'appelle Infidèle.
Claire Diterzi. Je passais devant le jeune homme et la jeune fille, je fis un pas par-dessus les jambes allongées en heurtant la table du genou. Je prononçai la formule de politesse en passant, main tendue dans un geste d'apaisement, puis m'excusai d'avoir failli renverser la table. Ce n'était pas suffisant. Le garçon sauta sur ses 2 pieds, les autres se figèrent, je poursuivis ma route. « Hé !» cria-t-il dans ma direction. J'avais fait 3 pas seulement. Je m'arrêtai et me retournai, il était courroucé. « Ouais mec, quoi ? Pourquoi tu fais pas le tour ?» dit-il. « T'as vu ça où qu'on traverse mon truc comme ça ?» À nouveau, je dis que j'étais désolé, toujours insuffisant. Il avait à présent quelque chose à prouver, et je le vis à la façon dont il ne cessait de regarder ses amis tout près. « Non mec, dit-il, désolé, ça suffit pas. » Alors je marchai droit sur lui, je le surplombais, et lui qui s'était senti maître du jeu s'agitait à présent. « Alors qu'est-ce qui va suffire ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce qu'il te faut de plus ?» Il ne dit pas un mot. Sentant la menace que je représentais, il brûla toutes les étapes intermédiaires qui auraient dû normalement nous occuper un bon moment encore. Il passa aussitôt à un domaine au-delà du raisonnable. Il souleva le bas de son sweat, releva un pistolet passé dans la ceinture de son pantalon flottant. Il ne le sortit pas. Il se contenta de la montrer, comme si la démonstration suffisait en soi. Voici ce qu'écrit Eddie Harris dans Harlem, quartier de New York où vous avez décidé de revenir après y avoir habité quand vous étiez enfant et où vous êtes confronté à des situations de la rue. En la circonstance, vous allez montrer à ce jeune homme, vous allez le sortir de ses clichés et vous n'allez pas lui laisser utiliser son revolver. Et ceci, ça date du début des années 90, puisque ça a été écrit en 95. Ouais. Et je retrouve le même Eddie Harris, romancier américain de son état, présentement en France, qui, dans Libération du dimanche 11 septembre 2005, c'est mon journal, hein, c'est une rubrique du week-end, écrit ceci alors qu'il est au jardin du Luxembourg. Un couple un peu à l'écart de la foule, elle les pieds sur une chaise, 3 chaises, 2 personnes. Excusez-moi, dis-je, vous attendez quelqu'un ou puis-je prendre cette chaise? Allez, va demander ailleurs, nous sommes en train de discuter. J'attends 1 minute, je leur donne mon meilleur petit sourire. Vous plaisantez ou quoi? Je ne plaisante pas, bouge ton gros corps. Je me croise les bras, incrédule, sans bouger. Visiblement, il se met en colère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour mémoriser le visage d'un vrai con, lui ai-je dit. Et je me disais que, entre ces 2 extraits, il y a 15 ans d'écart, on a une situation à New York d'une extrême violence, puisque et cette situation se finit bien parce que vous montrez qu'à partir du moment où on installe l'autre dans des schémas qui ne sont pas les siens, on réussit à faire qu'il ne dégaine pas. Et 15 ans plus tard, à Paris, dans le jardin du Luxembourg, dans un quartier riche, finalement, vous avez un malotru qui refuse de vous céder un siège, alors que vous, quand vous prenez une chaise, vous mettez un journal pour éviter de la salir. Et je me disais qu'il y a du Eddie Harris là-dedans, c'est-à-dire... quelqu'un qui est toujours stupide, qui confond les gens. Non, quelqu'un qui cherche toujours à casser les schémas aussi et qui cherche toujours à trouver une vérité qui n'est pas celle qu'immédiatement on perçoit. C'est-à-dire ? Ben, vous auriez pu fuir à toutes jambes quand ce gamin à New York vous menaçait de son pistolet, ce que vous n'avez pas fait. Et, oui, je pense qu'à la limite, c'est toujours un moyen d'être moi, de chercher moi-même dans cette situation, de savoir qui je suis. Et au Luxembourg, dans le 2e cas, bon, allez, ça mange pas de pain, laissons tomber, laissons cet imbécile avec sa tronche de vrai con. Oui, mais en même temps, il y a quelqu'un qui m'attendait. Si elle n'était pas là, peut-être je resterais avec le monsieur-là et on commence quelque chose, je ne sais pas. Ceci pour vous poser 2 questions qui me semblent importantes par rapport à ce que vous représentez et par rapport à ce sur quoi vous essayez d'écrire. L'affaire des banlieues en septembre. Récemment, un jeune Français qui est enlevé, qui est tabassé, qui est laissé mourant et qui meurt. Une manifestation contre le racisme qui réunit bon nombre de personnes de la communauté juive. Vous, dans votre perception du racisme, comment est-ce que vous vivez ou vous avez vécu ces 2 événements? Ce sont des événements qui se passent en France. Vous êtes
vous, un romancier qui vivait en France maintenant depuis quelque temps? Maintenant, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet pour essayer de définir ce qui est ce racisme en France par rapport au racisme qui existe aux États-Unis. Parce qu'en France, je suis un Américain avant d'être noir. On me perçoit que quelqu'un de l'Ouest, quelqu'un qui partage la même culture. Mais avant, vous avez quand même sorti votre passeport. Même pas. On vous sent américain? Peut-être l'accent, ma manière de parler, le français, peut-être ma manière de m'habiller, je ne sais pas quoi. Mais on perçoit un Américain d'abord, et ça change tout. Aux États-Unis, vous êtes perçu comme un noir d'abord? Oui. Et ça, c'est la différence là-bas et ici. Et je veux essayer d'expliquer pourquoi autant de Noirs ont choisi la France pour échapper les États-Unis, même si ce racisme existe ici pour les Noirs qui ne sont pas américains. Et pourquoi, à votre avis? Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez? Quelles sont les hypothèses que vous posez? C'est une question de culture. Peut-être les Français ne sont pas racistes, mais peut-être ils sont culturistes. Et comme nous partageons le culturiste, ça veut dire... non, mais enfin... Bon. Oui. Mais comme nous partageons la même culture, peut-être on nous voit, les Américains, différemment que les Africains ou les Noirs de n'importe où. Qu'est-ce qui fait votre proximité avec les Noirs qui, en France, se disent victimes du racisme? Qu'est-ce qui, au-delà du fait que vous êtes américain d'abord quand vous êtes chez nous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes, au-delà de la lutte normale, habituelle, enfin normale contre le racisme, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous pourriez vous sentir concerné par l'exclusion qu'il a C'est peut-être une manière de trouver une solidarité avec les autres gens, soit noirs, soit blancs, soit n'importe quoi. Parce que si moi, en tant que noir américain, en France, dans une situation privilégiée, facile de m'enfermer dans mon monde, dans mon petit monde ici, sans reconnaître qu'il y a des Noirs qui sont presque la même peau qui ont la même peau que moi, la même tout que moi, mais ils vivent une situation complètement différente. Je peux m'enfermer, je peux éviter les autres, mais si je continue d'être moi, il faut que je m'engage dans leur situation aussi et d'écrire ce qu'ils vivent dans une manière pour changer le monde, quoi. C'est étrange parce qu'en vous entendant parler, alors que vous êtes noir, vous vous sentez parfaitement protégé en France. Or, les Français qui sont noirs se sentent en danger en France, ou certains d'entre eux se sentent en danger en France. Et effectivement, on illustre ce que vous êtes en train de dire, parce que quand vous écrivez sur Harlem et quand vous décidez, pour écrire, pour comprendre, de retourner vivre à Harlem dans des conditions de précarité extrêmement importantes, précarité parce que vous y allez sans le sou, et que vous décidez d'y vivre sans réels moyens, et précarité aussi parce que Harlem est un endroit où la sécurité est sans doute quelque chose qui donnerait beaucoup de fil à retordre à M. Sarkozy s'il était aux États-Unis. La question fondamentale que vous posez quand vous écrivez sur Harlem, c'est celle de l'appartenance. Vous êtes qui? Vous venez de où? Vous écrivez par exemple ceci: où est ma place? Suis-je d'ici ou de là? À quelle culture et à quel ensemble de valeurs ai-je envie d'appartenir? Quel passeport dois-je avoir et à qui dois-je mon allégeance? Ce sont là des questions sans réponse, aisées et précises. Le plus étrange, c'est qu'elles ne m'avaient jamais tourmenté avant. Je les envisageais si peu. À présent, pourtant, elles engendrent chez moi de telles perturbations que chacun de mes gestes, chacune de mes pensées en sont imprégnées. Presque toutes les questions sont voilées de noir. Ce que vous disiez il y a 10 ans. Oui. Et je pense que c'est toujours la même chose pour moi. C'était la question, oui. Ouais. Mais en même temps, soit à Harlem, soit à Paris, soit en France, n'importe où, j'aurais pu toujours partir de telle ou telle situation. Je peux toujours éviter. Je peux toujours fuir. Donc la situation, même si je m'installe à Harlem pendant 2 ans, même si je gaspille tout mon argent pour être pauvre,
j'aurai toujours le moyen de quitter la scène. Si la situation devient chaude, je peux partir. Mais donc ça change tout, ça change tout. Oui, non, mais dans ces conditions, est-ce qu'on peut trouver ce qu'on est vraiment? Je ne sais pas. Parce qu'on vous sent tellement, et vous le disiez tout à l'heure, on vous sent tellement écartelé. C'est-à-dire qu'on vous sent bien et mal dans Harlem, vous voyez la violence et vous n'avez certainement pas envie de ressembler à ceux qui manient le couteau ou le pistolet, vous n'avez pas envie de ressembler à cette femme qui s'appelle Jeannie Côte de Porc, comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Pigfoot Mary. Oui, c'est ça, c'est Côte de Porc. Hein, non, c'est Pied de Porc. Pied de Porc, Marie Pied de Porc. Voilà, c'est Marie Pied de Porc, qui incarne finalement la réussite. Elle arrive avec $3, elle fait des pieds de porc comme on fait dans le Sud. Et puis, dans les 3 jours, elle a acheté l'immeuble. Et puis, très vite, quand vous racontez son histoire, vous dites qu'à un moment, elle a su complètement exploiter ses frères de race. Si oui, en fait, ça, c'est le rêve. Ou c'était le rêve de tous les Noirs. De trouver un moyen d'échapper le ghetto. Et en fait, de trouver, exploiter le ghetto, qui laisse le ghetto dans cette malheur. Parce que les gens comme moi, les gens comme nous, les middle class des États-Unis, si nous quittons toujours les quartiers noirs, qu'est-ce qui reste? Qui est-ce qui reste? Les pauvres, les gens qui ne peuvent pas partir. Extrait du film Little Sénégal, Rachid Bouchareb, 2001, disponible aujourd'hui en DVD chez Blackout. Alors, sur la difficulté, finalement, de se sentir accepté ou bien, ou en harmonie avec soi-même à Harlem, voici ce film avec Sotigui Kouyaté, Sharon Hope, Roche Dizem. Little Sénégal, c'est le nom d'un quartier africain de Harlem, à New York. Et Alioune, incarné par Sotigui Kouyaté, décide d'aller là-bas. Lui, il a travaillé à Gorée, au Sénégal, à la Maison des Esclaves, dont il était guide, et il décide d'aller voir là-bas quels sont ses frères et ce qu'il peut attendre de ses frères. Extrait. Hello. Yes? I've come from Senegal. You should have stayed home. My name is Alioune Djiré. You're too old for the job. You got any grandsons, you send them over. But I can't promise you anything. I don't much trust Africans. 3 complaints with the CCRB. Now, that cop and another one of the 4 unloaded their entire clip of 15 rounds. Hi, Ida. Just to say goodbye. Thanks. Thank you. You really want this job? Yes. It's perfect for me. I'll be the best. You can trust me. We'll see about trust. Can you run? I'm not going to tell all my secrets. Show me how you run. I won't need to run. Who is going to suspect an old guy like me? I'll catch the thieves by surprise. Okay, we'll give it a try. Little Sénégal, commentaire sur cet extrait et sur ce premier contact un peu difficile? Oui, surtout la méfiance entre les Noirs des États-Unis et les Noirs de l'Afrique qui existe, qui est vrai. C'est pas une chose inventée, mais c'est vrai. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on parle avec vous de la recherche de vos racines, est-ce que donc vous allez à Harlem, vous n'y trouvez pas les réponses, alors que Harlem est ce quartier emblématique pour tout Noir qui se respecte. Est-ce que dans l'autre sens, l'Afrique peut être une réponse dans votre quête identitaire? Oui. Mais j'ai fait un long voyage en Afrique il y a 15 ans pour chercher les racines. On peut dire que je cherchais mes racines. Mes racines ne sont pas en Afrique.
Mes racines sont dans le sud des États-Unis. Parce qu'avec le Middle Passage, le long voyage de l'Afrique aux États-Unis en tant qu'esclave, on a perdu cette connexion à l'Afrique. Peut-être pas raciale, mais culturelle, et surtout au niveau de racines, parce que je peux passer des années et des années parmi les Africains, et je ne trouverai jamais les gens qui sont de ma famille. Les racines des États-Unis, des Noirs des États-Unis ont commencé le moment où le bateau est arrêté en South Carolina. Nous sommes les vrais Américains parce que nous n'avons un autre lieu qui nous accepte. Un autre lieu qui nous pouvons appeler home. C'est l'Amérique ou ailleurs, ou nulle part. Nulle part. Le sud des États-Unis, c'est la Louisiane, c'est la Nouvelle-Orléans. Vous êtes originaire du sud, du Missouri, vous êtes né à Saint-Louis. Vous êtes diplômé de Stanford, vous enseignez la littérature à l'Université de Washington. Quel regard portez-vous sur les intentions actuelles des autorités américaines de raser ce qui reste à raser de la Nouvelle-Orléans et d'essayer de reconstruire quelque chose qui soit un peu plus blanc que noir? C'est ce qu'on lit aujourd'hui dans les projets de l'administration américaine sur la reconstruction de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous voyez arriver cette intention politique? Je pense, dans une façon, que c'est la politique des États-Unis, pas uniquement à Nouvelle-Orléans, mais peut-être dans le pays, d'effacer cette partie de la population, de le mettre à côté. Et à Nouvelle-Orléans, de faire un Disneyland de Nouvelle-Orléans, c'est un Disneyland. Oui, c'est peut-être une chose le plus affreuse que je peux imaginer. Parce que comme ça, on perd une culture qui est distincte, qui est unique aux États-Unis, qui n'existe pas ailleurs aux États-Unis. C'est pas, en fait, Nouvelle-Orléans, c'est pas les États-Unis, c'est Nouvelle-Orléans. C'est un lieu. C'est un lieu. Ouais. Mais est-ce que c'est un lieu aussi symbolique que Harlem, aujourd'hui? Non, bon, ça veut dire ce que tout veut dire. Aussi important, c'est-à-dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans peut devenir emblématique de quelque chose qui ressemble à une identité noire américaine? Non. Non, parce que ce n'est pas une ville noire. C'est une ville métisse, une ville, à part une ville créole, une ville complètement différente que les villes, que les quartiers noirs. Même s'il y a autant de Noirs dans la Nouvelle-Orléans, ils sont quasiment différents que les Noirs d'Harlem, par exemple. Et pour nous... Et donc, a fortiori, que les Noirs d'Afrique. Voilà. Oui. Je notais dans la Nouvelle-Orléans, quand on regarde la qualité culturelle de ceux qui y ont résidé, il y a Faulkner, il y a Tennessee Williams, il y a Truman Capote, il y a Twain, il y a Whitman, par exemple. Donc on a quand même là une richesse culturelle incroyable quand on gratte un peu en dessous des ruines. Et est-ce que vous pensez que la plupart des quartiers qui ont été rasés ou qui vont être rasés à la Nouvelle-Orléans sont les quartiers pauvres, donc sont les quartiers noirs. Et il y avait ces images terribles à la télévision, les Noirs qu'on voyait étaient en plus des Noirs souvent obèses. Ouais. Donc toutes les maladies de la société moderne qui les concernent. Comment est-ce que ces gens-là, de votre point de vue, parce que vous dites, à partir du moment où je vois ça, je suis militant et je suis obligé de m'engager et j'envisage même d'aller m'installer à la Nouvelle-Orléans. Donc ma question plus large, c'est comment est-ce que ces minorités, en tout cas ces pauvres, qui sont majorité à la Nouvelle-Orléans, peuvent se défendre et se battre, de votre point de vue? Comme les plus pauvres partout dans le monde, ils ne peuvent pas. Et Nouvelle-Orléans va changer, il va mourir. Parce que sans les pauvres, il n'y a pas le Bourbon Street, par exemple, il n'y a pas le French Quarter, le quartier français. Parce que c'est les plus pauvres, c'est les Noirs qui font les travaux, qui travaillent dans les restos, qui travaillent dans la rue, qui donnent à ce quartier le couleur, le caractère de la ville.
Et sans eux, il n'y a pas un vrai Nouvelle-Orléans. On passe à votre dernier livre, chez Liana Levy, Jupiter et moi. Jupiter, c'est votre père. Quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui n'était pas tendre. Oui, il était. Oui, vous dites ça maintenant. Ouais. Il était un peu dur, ce garçon, quand même. Bon, oui, si, il était dur, mais tendre en même temps. Deux scènes. Hein. Je terminerai par l'autre parce que je pense qu'elle boucle notre entretien. Mais une scène où on voit bien les rapports que vous entretenez avec lui. Un jour, votre père découvre qu'il y a du thé à la maison. Parce que vous aimez le thé au lait et votre maman vous a fait plaisir. Et elle vous a acheté du thé Lipton, dites-vous. Mon père ignorait qu'il y avait du thé chez lui, mais il savait peu de choses. Ce n'était pas sa maison. Il allait travailler, il gagnait de l'argent, il payait les factures. La maison était le domaine de ma mère. Elle était aux commandes. En fait, mon père ne payait pas vraiment les factures. Il ramenait de quoi les payer, mais il n'a jamais fait un chèque de sa vie. Il fixa la boîte rouge de thé Lipton avec contrariété. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte de thé pas. Il me décocha un regard empoisonné. Je ne moufetais plus. Tu n'es pas le seul ici à savoir lire, jeune homme, grogna-t-il. Je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que ça fout ici? Voilà ce que je voudrais savoir. Mon effronterie prit fin à cet instant. Je le regardais de nouveau comme un chien peureux. Alors, dit-il, il attendait une réponse. J'ai dû demander à maman d'acheter du thé. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai dû demander? Tu as demandé ou pas? Oui, père, je lui ai demandé, dis-je. J'ai demandé qu'elle m'en achète. Pourquoi? Je crois que j'aime ça. Tu crois que tu aimes ça? Soit tu aimes non, soit tu aimes, soit non, mon garçon. Oui, père. Oui, père quoi? Dit-il rageusement. Tu aimes ou pas? J'aime ça. Pourquoi? Je ne savais plus quoi dire. Je savais qu'il n'admettrait plus aucune pirouette. Il s'enfonça dans sa chaise, déploya ses jambes, croisa les bras et attendit. Et en fait, vous expliquez derrière que là, votre père, finalement, est très fier de vous, puisque vous êtes en train d'acquérir votre indépendance et vous savez vous poser. Et vous êtes vous. Mm. Alors, par ailleurs, cet homme buvait beaucoup, etc., etc. Et vous aviez des rapports extrêmement tendus avec elle. Avec lui, pour terminer cet entretien, ceci, qui boucle la question de la quête identitaire. Il importe peu que mon père soit né en 1917, comme il le disait, en 1914, comme il le prétend maintenant, ou en 1913, comme l'attestent ses dossiers militaires. L'important est qu'il soit né en un temps où la puanteur de l'esclavage, aboli depuis 50 ans, stagnait encore dans toutes les mémoires, surtout dans le Sud. L'important est que ces séquelles demeuraient présentes, ces ramifications considérables, parasitaires et enchevêtrées. Mon père est né dans un monde que les familles noires ont tenté de fuir, la sienne y compris. Je ne m'étais jamais interrogé là-dessus, jusqu'à ce que je montre une photo de mon père à mon amie Vicky. Jusque-là, mon père avait été mon père, tout simplement. Vicky m'avait souvent demandé d'amener à Paris une photo de lui. Elle voulait voir à quoi il ressemblait. Quand enfin je lui en montrai une, elle éclata de rire. Elle croyait à une blague. « Ça ne peut pas être ton père, dit-elle. Cet homme est blanc, en effet. » Commentaire? Les deux scènes, le premier... Le thé. Le thé, c'est le moment où je suis devenu moi-même. Et il m'a donné sa permission de l'être. C'était un moment de fierté, c'est un moment amer, mi-amer, parce que c'est le moment où il a aperçu que je n'étais plus son fils, le fils qu'il a connu. Dans la première scène, c'est amusant parce qu'en même temps d'être noir, né dans une période peut-être le plus dure pour les Noirs, il a eu une manière de transmettre sa vie à nous, ses enfants, sans rancœur. C'est-à-dire que même dans son histoire, dans son propre histoire, il est né en 17, il est né en 14, il est né en 13. Il racontait l'histoire comme ça l'arrangeait, quoi. Oui, et il a raconté son histoire toujours avec humeur. Toujours, il était drôle. Donc même les plus durs de sa vie étaient pour nous des choses amusantes. Mais il était blanc. Non, il était noir. Regarde. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Hélaris? Moi, j'étais assez touchée aussi par ces problèmes identitaires, parce que moi, je viens d'une famille qui a émigré au Liban récemment. En fait, c'est mon grand-père qui est arrivé au Liban, il venait de Turquie.
Et donc on a été élevés dans cette idée-là de la Grèce, parce que c'était un grec de Turquie qui ont été chassés en 1920. Et donc il y avait ce côté grec, et en même temps on parlait français dans une ville arabe. Et il y avait, voilà, et puis il y avait la guerre civile, et puis il y avait tout ça. Et j'ai toujours eu le sentiment que j'étais décalée par rapport à toutes ces questions d'identité, et dernièrement je me suis dit, en lisant Barthes, le neutre, je me suis dit en fait c'est ni l'un ni l'autre, c'est comme ça, il va falloir que tu vives avec ça, tu ne pourras jamais appartenir totalement à quelque chose. Et quand je vous écoutais parler au début, j'avais ce sentiment-là que vous êtes américain ici, africain, noir. Non, pas africain. Oui, pas africain, excusez-moi. Noir aux États-Unis, et qui avait aussi un petit peu de ça, de ce ni l'un ni l'autre. Voilà. Johanna, Khalil? Alors moi, je vais avoir une note plus pessimiste par rapport à ça. J'ai l'impression, parce que c'est pas tant votre propos que le vôtre. Ici, par exemple, en faisant référence au meurtre abject qui a eu lieu il y a peu de temps et aux réactions de plus en plus communautaristes qui sont en train de se mettre en place. Et où on sent que même en France, par exemple, dans la lecture de l'histoire qui est en train de s'écrire, parce qu'il y a eu une commission qui voulait réfléchir sur comment Elle a écrire. fait long feu, comme on dit. Voilà, elle n'a pas fait très long feu. Mais c'était une tentative qui pouvait être en même temps dangereuse. Nous, on en souffre de notre impossibilité à écrire une histoire à partir de ces plusieurs communautés, parce qu'elle ne finit plus par concevoir un projet. Les États-Unis se sont toujours constitués sur un projet, plus que sur une identité. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois de l'extérieur, et avec beaucoup de simplification. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut surtout chercher à échapper à ces simplifications, chercher à réintroduire une nuance, à réintroduire une sophistication dans le regard et dans la façon dont on peut s'appréhender en tant qu'être. Waouh! Roland Barthes, Edgar Morin, le philosophe, la complexité, tout va bien. Bon, un peu de musique, hein. Mais on va s'ouvrir. Hein, mais c'est des choses très simples en même temps. Oui, c'est sur le rapport de chacun dans un contexte, comment on s'inscrit et comment on essaye d'exister. C'est tout bête. Je citais l'autre jour, j'ai parlé du documentaire Julia Kristeva qui reçoit un prix un jour. Donc Julia Kristeva qui a beaucoup voyagé, et qui a ce mot de psychanalyste qui est plutôt un mot fort intéressant, et qui dit qu'il ne faut pas seulement s'obliger à franchir les frontières, enfin celles que vous avez franchies, vous et vous, mais il faut aussi franchir ses propres frontières culturelle, intellectuelle, et elle a cette expression que je trouve très belle, elle dit « je me voyage ». Et je trouve que là, ça fait écho à ce que vous venez de dire. On va écouter Byung-Ki Hwang. C'est un grand maître du kaya gum, c'est la sitar à 12 cordes. La sitar, c'est quelque chose d'extrêmement intime, mais ce musicien parle d'abord, essaie de ressentir des émotions intérieures. Je vous propose de l'écouter dans un morceau qui s'appelle Kayagum Sanjo. À noter que Byung-Ki Hwang participe au Festival de l'Imaginaire à la Maison des Cultures du Monde. C'est jusqu'au 9 avril 2006. Musique et voyage intérieur.
Nous ont rejoint Minh Tran Nguyen du magazine littéraire Défense et Illustration des langues françaises pour le numéro de mars 2006, avec Jean Echenoz qui signe Ravel, les éditions de Minuit, et Philippe Collin, Aux abois, film sort en DVD, d'après le roman de Tristan Bernard, avec Elie Semoun et Ludmila Michael. Vous faites un film, Philippe Collin. Tous les 10 ans, c'est ça? Tous les lire. Bah, allez-y. Bah oui, à peu près. Posez-vous mes questions. Non, mais quand ça commence, généralement, c'est comme ça, parce que c'est une façon... Non, moi, j'avais presque envie de parler de la solitude. Enfin, dans les références qui viennent immédiatement, c'est Emmanuel Bove, par exemple, au-delà de Tristan Bernard. Et je me disais que là, on avait... j'avais devant moi ce que je lis chez Bove, par exemple. Dans ce personnage. Et donc je me disais que ce qui vous intéressait d'abord, c'était la solitude et le rapport à l'objet. Ce qui fait qu'à un moment, on n'existe que parce qu'on a son verre, son livre et la montre posée au juste endroit. Disons que comme j'ai des problèmes avec la psychologie dans la vie, enfin je ne comprends rien à la psychologie. Donc ce qui m'intéresse, c'est la pesanteur, quoi. C'est-à-dire, je me suis aperçu, mais en voyant le film là, pourquoi je l'avais fait, je me suis aperçu que c'était comme les deux autres, qui remontent à longtemps, mais les derniers jours d'Emmanuel Kant et le Fils Béni, c'était toujours la même histoire, c'est un personnage tout seul, pas un solitaire, un soliste, j'aime mieux cette expression, qui est tout seul, et qui va vers la mort en roulant comme ça, puisque... Il y a une chute, généralement, il tombe. Je pense que quand on tombe, c'est fini, quoi. Bon, c'est quelqu'un c'est des personnages qui sont attirés par la pesanteur. Ça a l'air inéluctable. Ça a l'air très, oui, bien, elle est inévitable. Ça a l'air très abstrait comme ça, et ça l'est pas du tout, je crois, parce que c'est les rapports avec les objets, avec les choses, se cogner, oublier, des choses comme ça. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est comment sont les gens quand ils sont seuls, quoi. Comment on est quand on est seul, comment on se comporte quand on est seul. Et comme tout bon cinéaste, moi j'ai passé longtemps ma vie avec des jumelles à regarder en face de chez moi, et ça a l'air toujours un peu coquin, ça, mais vous savez, quand on a vu 3 fois une femme enlevée son soutien-gorge... Vous avez vu maintenant, dans la pub, c'est l'inverse. Il n'y a plus de spectacle, mais je veux dire une femme qui regarde un homme. Moi, je regarde les appartements quand les gens sont partis, moi. J'enregistre chez moi... Que vous dites Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'enregistre, pendant longtemps, j'ai enregistré au magnétophone chez moi quand je ne suis pas là, et quand je vivais seul en tout cas. Parce que vivre avec quelqu'un, c'est dangereux quand on enregistre, quand on n'est pas là. Ça, j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire. Mais quand je suis seul, quelquefois, j'enregistre et je prends la cassette qui fait 2 heures, alors j'entends clac la porte qui se ferme. Et donc ça me prouve que la vie continue quand je ne suis pas dans cet endroit, et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Vous parliez tout à l'heure d'inéluctable et vous me disiez, mais oui, tout le monde, la mort, c'est inéluctable. Mais je ne voulais pas dire ça, je trouve que vos personnages ne se posent même pas la question de l'inéluctabilité de la mort. C'est-à-dire que, bon, c'est là, et alors, en la circonstance, il s'agit de la peine de mort aussi. Oui. Hein, dans ce personnage d'assureur qui tue celui qui aurait pu devenir son usurier. Oui, ça se passait encore à l'époque où il y a la peine de mort, bien sûr. Mais on peut raconter d'ailleurs, c'est un assassin en gros, un assassin meurtrier, c'est le problème qui se pose, enfin, et qui tue quelqu'un, il est condamné à mort. Et puis il est gracié, et quand il apprend sa grâce, il se suicide. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas pour des questions de culpabilité, des choses comme ça. C'est uniquement que je crois que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre très bien, la vie que ça ne va pas très bien, ça n'intéresse pas tellement. Et c'est un propos comme ça, en fait, c'est une espèce de fin assez heureuse, en fait. C'est curieux, dit votre personnage, il y a des moments où j'oublie complètement que j'ai tué un homme. Extrait de Aux abois, avec, c'est souligné, un acteur pour le moins surprenant et inattendu, si on est dans ce qui est convenu, oui. C'est Elie Semoun. Bah oui, c'est un peu, je dis maintenant, c'est un peu comme si j'avais pris Philippe Candeloro pour jouer Sinna. Vous voyez, les gens étaient un peu surpris. Ça aurait été audacieux. Oui. Mais pour moi, c'est pas...
très subtil. Je ne sais pas, un contre-emploi, c'est un contre-casting. C'est-à-dire contre-emploi, ça voulait dire qu'il ne peut pas faire un certain nombre de choses qu'on comprend un garagiste pour jouer une sonate de Beethoven. Bon, là, c'est pas du tout ça. Moi, je pense que Elie Semoun, c'est quelqu'un qui est sur scène, qui dit des textes, dont il est partiellement l'auteur. Et puis voilà, et puis les gens sont contents. C'est un acteur, quoi, tout simplement. Moi, je ne fais pas de différence de métier entre Elie Semoun et Michel Bouquet, vous voyez. C'est un acteur. Donc ce n'est pas un contre-emploi pour jouer un rôle, prendre un acteur pour jouer. Alors, où c'est un contre-casting, c'est qu'évidemment, il semble que c'est quelqu'un qui est connu plutôt pour faire rire, encore que ce soit des textes très amers et souvent assez violents. Mais je me suis aperçu, là aussi, tout ça, c'est après. Moi, je ne m'aperçois de rien avant de faire les choses, mais c'est après, comme ça, en le revoyant, pas en le revoyant, en parlant avec des gens qui l'ont vu. C'est que finalement, il est exactement dans le cas de Tristan Bernard, c'est la métaphore exacte de Tristan Bernard, qui était les fameuses définitions de mots croisés, hein, vide avec noir, rempli les lavabos, etc. Et puis c'était un rigolo, le roi des mots d'esprit et tout ça, et qui en même temps a écrit énormément de nouvelles, et ce roman entre autres, mais plein d'autres, d'ailleurs, qui est lu par Camus avant d'écrire L'étranger, et qui a été très admiré par Sartre. Hein, et Simone aussi. Ouais. Aux abois, extrait, Elie Semoun, Ludmilla Michael. Un extrait. J'ai reçu ça pour vous. C'est ouvert, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Jetez ça tout de suite. La guillotine. La lunette destinée à maintenir la tête du condamné est abaissée. Le couteau est prêt d'arriver au terme fatal de sa course. En haut, les deux mentonnets, retenant le couteau avant la chute. En bas, le récipient en tôle destiné à recevoir la tête du supplicié. Dispositif du couteau armé d'un poids de 65 kg assurant la chute de la lunette et des ressorts destinés à amortir le choc de fin de course. C'est amusant. Mais qui a pu vous envoyer une saloperie pareille? La justice, mon cher. La justice divine poursuivant le crime. Il y avait un tableau, comme ça, dans un petit Larousse, juste après les pages roses. Je regardais souvent. J'ai toujours été contre l'abolition de la peine de mort. Voilà, Elie Semoun, dans ce moment un peu particulier où il vient d'être condamné à mort et où des gens bien intentionnés lui montrent bien ce qui va lui arriver. DVD disponible chez Océan Film, c'est dans 15 jours. Je rajoute juste la réplique qui suivait dans Le Noir. C'est son avocat lui disait « Vous me faites penser à Meursault ». Oui, alors, Camus, oui. On disait Meursault qui, Meursault quoi, en hommage à la règle du jeu de la réplique Meursault qui, Meursault quoi. Il disait non, pas Marceau, Meursault. Et c'est tout. J'avais aussi tourné l'histoire, c'est l'étranger, vous l'avez lu, non, c'est un peu tard, etc. Mais alors, les cours du soir, c'est pas mon affaire. Dans les bonus, Pardon. Il y a une conversation entre vous et Elie Semoun, et vous discutez de la nécessité pour un homme seul de discuter avec sa chemise. Oui, non, parce que oui, Elie Semoun aime beaucoup parler, comme pour tous les comédiens. Et à un moment, il m'a dit, mais là, quand je prends ma chemise sur un stand, est-ce que tu veux que je lui parle? Je lui ai dit, oui, ben, ça m'intéresse. Quelqu'un qui parle à sa chemise, moi, a priori, je suis plutôt partant. Et il l'a fait très bien, seulement j'ai pensé tout de suite que pour les gens, se diraient, ah bon, d'accord, alors c'est le sketch, Elie Semoun parle à sa chemise, alors je lui ai dit, tu fais la même chose, mais sans parler. Et on sentait une espèce de petite chose comme ça ici, presque l'ingénieur du son pouvait sentir, il ne savait pas d'où ça venait, parce qu'il était furieux de ne pas parler. Et je lui ai dit, je prendrai celle que je voudrais. Il m'a dit, oui, je te vois venir. Et voilà, j'ai pris celle, il ne parle pas. Mais j'ai montré dans quel bonus, mon Dieu, la phrase où il parle à sa chemise. De la nécessité de parler à la chemise. Vous êtes par ailleurs critique. Vous faites un film tous les 10 ans. Est-ce que l'un a à voir avec l'autre? Avec quoi? Vous êtes critique cinématographique? Non, non, plus maintenant. Je l'ai été... Vous l'avez été longtemps? Oui, pendant 27 ans, j'ai fait de la critique. Et vous avez fait un film tous les 10 ans. Est-ce que l'un a à voir avec l'autre? C'est-à-dire, est-ce que... Non, ça n'a rien à voir, parce que moi, j'étais le seul critique qui travaillait tout le temps dans le cinéma. J'ai fait 200 émissions de télévision, des documentaires, des choses comme ça. Donc, non, ça ne me gênait pas. C'est simplement que
Il fallait à la fin voir trop de films, parce qu'on voulait 3 films par semaine, j'étais tout seul, Donc vous n'avez etc. pas le temps. Il fallait que j'en voie 8 par semaine pour en trouver 3 à peu près recommandables, et croyez-moi... Monsieur est exigeant. Vous l'étiez? Oui, je l'étais. Je suis toujours maintenant. Je voyais 200 films par an, maintenant j'en vois 30. Et je ne loupe rien, parce que je sais quand même où aller. Là. Quand on regarde aux abois, on vous sent exigeant. Hein. Voilà, je voulais vous signaler toujours dans l'actualité cinématographique Maria Bethânia Musica e Perfume. Alors je ne sais pas si je le dis très bien en portugais. C'est un portrait signé par Jorge Gachot, de la grande musicienne brésilienne. 30 ans de musique brésilienne dans ce documentaire dont je vous propose un extrait. Saber de mim na hora. Eu não sinto ela assim. Sou eu, Maria Bethânia, que faz, entendeu? A voz é minha, mora em mim, mas é uma expressão de Deus. É uma fagulhinha, uma bobagem. Quando dentro da noite reclama o teu amor, acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura. És linda e meia, sentir meu amor e sonhar. Maria Bethânia, autre sortie chez Opening, notamment édition Opening, La Grande Bouffe, Marco Ferreri, Mastroianni, Piccoli, Noiret, Ugo Tognazzi. Je voulais vous signaler toujours chez Opening un film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, 2 DVD, partition rock de Paul Williams. Et enfin, je voulais vous annoncer la sortie de Douche froide en DVD, film de Anthony Cordier, que nous recevions à Cannes il y a presque un an maintenant. Et moi, de l'adolescence, c'est filmé notamment dans le Pas-de-Calais. Voilà, je voulais vous signaler ça. Et puis, on a le plaisir de... Alors, c'est formidable parce qu'on dit qu'on a le plaisir de recevoir un habitué, qui est Jean Echenoz, avec vous, Mine, le magazine littéraire. Pourquoi avez-vous... choisi d'inviter Jean Echenoz pour Ravel, les éditions de Minuit? Je dirais déjà que vous en aviez vous-même très envie de l'inviter ah bon pour Minuit. Non, je n'ai pas dit ça, moi. Ah, bien sûr. Et voilà, parce que c'est un livre que j'ai aimé, tout bêtement. Et on parlait de la solitude à l'instant, et Ravel, c'est justement un livre sur la solitude aussi, la solitude paradoxale d'un homme, alors qu'il est fêté, célébré partout, et qu'il est au fait de sa gloire. Donc le compositeur du boléro, célébré partout. Et donc c'est à la fois une biographie romancée, un roman biographique, donc qui puise dans les faits réels, mais qui est une livre-variation à partir de ces faits réels. Ça tient à la fois de la composition musicale, parce que tout est très serré, tout est très cadré, et du montage aussi cinématographique, il y a des zooms, des plans larges. Voilà, bref, c'est une machinerie echenozienne tout à fait parfaite, où on retrouve également beaucoup de thèmes, donc le thème du voyage, et aussi, par exemple, le thème de la disparition, puisque dans chacun des livres de Jean Echenoz, des choses disparaissent. Ici, c'est une disparition à un triple niveau. C'est les dernières années de la vie de Ravel, ces 10 dernières années. Donc, évidemment, c'est sa disparition physique. C'est aussi la disparition sociale, puisque c'est un moment où il va s'isoler de plus en plus. Et enfin, c'est la disparition de ses facultés mentales. Jean Echenoz, votre livre commence par un alexandrin. On s'en veut quelquefois de sortir de son bain. Une phrase définitive. On s'en veut quelquefois de... Il faut se méfier des alexandrins. de sortir de son bain. Mais au-delà de ça, généralement, vous êtes dans la fiction. Là, vous vous attachez à un personnage. J'ai une question de construction de roman. Quelle est votre base documentaire? Comment est-ce que vous vous êtes
approprier Ravel et où je dirais comment simplement vous êtes capable d'incarner Ravel. L'incarner, enfin, de toute façon, ça a été une drôle d'histoire parce qu'au départ, il devait jouer juste un petit rôle dans un projet de roman qui n'a pas eu lieu finalement. Et puis ensuite, je me suis intéressé à un petit moment de sa vie et puis j'ai plus envie de le lâcher. Enfin, il a pris toute la place. Mais ça supposait pouvoir un petit peu jouer avec sa vie tout en étant le plus proche possible de la réalité de ces 10 dernières années-là. Donc évidemment, nécessairement lire à peu près, je crois, tout ce qui avait pu être écrit sur lui, aussi bien les textes biographiques, surtout le livre de Marna, évidemment, que des témoignages de ses proches, toute sa correspondance, enfin les conférences qu'il a pu donner, les entretiens, etc. C'est-à-dire, au fond, essayer de posséder le plus de choses sur la réalité du personnage. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, que j'ai passé plus de temps que prévu avec lui, c'était que plus je m'approchais de lui, plus il fuyait. Et parce que c'est un personnage qui est toujours en contradiction comme ça. Donc ça crée évidemment des rapports un peu intimes, quoi, d'attachement. En fait, que plus on a l'impression qu'on va toucher un personnage et plus il est masqué. Et c'est un personnage qui a beaucoup de masques superposés, si je puis dire. Est-ce que vous diriez que c'est un personnage qui s'ennuie ? Apparemment, il a... Enfin, ça c'est les passages où il est question de l'ennui qu'il éprouve. Je ne l'ai pas inventé, hein. Ça vient de ce dont il se plaignait. Je parle pas assez de sa paresse, en fait, qui était aussi quelque chose, mais qu'il revendiquait aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il était plus heureux de sa paresse que de son ennui. Mais oui, ça c'est un personnage qui s'ennuie dans sa solitude par rapport aux problèmes qui peuvent se poser pour lui dans la poursuite de son travail, la poursuite de son œuvre, qui n'est pas une œuvre considérable, hein, qui n'excède pas 24 heures en tout. Cette phrase ressassée, sans espoir, dont on ne peut rien attendre, c'est le boléro. Hein, c'est la manière dont vous en parlez. Il se sent à nouveau faible, ayant à peine déjeuné d'un œuf dur avalé à l'embarcadère, et puis l'énorme volume d'air marin a saturé sa poitrine frêle. Allongé, il s'efforce de somnoler un moment, mais comme sa nervosité se bat contre sa faiblesse, ce conflit n'aboutit qu'à amplifier, exaspérer l'une et l'autre, jusqu'à produire un malaise tiers, physique et moral, et supérieur à la somme de ses composants. Il se redresse et tente de lire un peu, mais son regard dérape sur les lignes sans en extraire le moindre sens. Il se résigne à se relever, arpente la suite, l'inspecte par le détail sans plus de résultat, finit par se résoudre à fouiller ses bagages pour s'assurer qu'il n'a rien oublié. Non, rien. Outre une petite valise bleue bourrée de gauloises jusqu'à la gueule, les autres contiennent par exemple 60 chemises, 20 paires de chaussures, 75 cravates et 25 pyjamas qui, compte tenu du principe de la partie pour le tout, donnent une idée de l'ensemble de sa garde-robe. Avec le recul, et j'imagine avec ces quelques semaines, voire ces quelques mois de promotion, comment est-ce que vous portez, comment est-ce que vous jugez la critique qui vous a encensé ? Il n'y a aucune note discordante, j'en ai pas trouvé. On a pas mal cherché. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, au début de l'émission, je disais, comme on dit, l'absolue perfection du crime, il y a presque une absolue perfection du roman ou de l'écriture. Et je me disais, finalement, ce qui rend ces livres aussi évidents, et de plus en plus, dans votre travail, c'est l'impossibilité, quand on vous lit, de déterminer qui est qui. Donc ça peut être vous, ça peut être Ravel, mais ça peut être moi, ou ça peut être vous, ou vous, ou vous. Et je me disais que dans cette universalité-là, qui vient de la forme même, enfin, de ce que vous faites, il y a cet obligatoire engouement. C'est difficile. Non, de mais vous ne répondre pouvez à pas ça, le dire. Non, mais vous êtes obligé d'y réfléchir. Non, mais j'entends bien, mais vous êtes obligé d'y réfléchir quand même. Oui, non, ce qui m'a frappé, ça a été très souvent quelque chose à quoi je n'avais pas du tout pensé, en vérité, en écrivant le livre, c'était qu'on m'a fait le coup de l'autoportrait, quoi, très souvent, comme si c'est arrivé. Bon, c'est tout à fait possible. Moi, j'y avais pas véritablement pensé en l'écrivant, enfin, jamais, sauf peut-être bizarrement dans le passage que vous avez lu, qui est
un moment entièrement fictif, puisqu'on ne sait rien. Ça se passe à bord du paquebot pendant le moment où il part aux États-Unis pour sa tournée américaine. Le France n'existe pas. Le France existe, oui, c'est la version 2 du France, il y en a eu 3. Hein, ouais. Et là, en effet, ça c'est le passage que vous lisiez, c'est un passage purement de fiction. Et en vous écoutant le lire, je me suis dit que quand même, là, j'avais dû prendre des choses dans certaines expériences personnelles. Donc peut-être que c'est pas si faux, la dimension. Vous avez 20 paires de chaussures? Ah non, alors sur ce plan, non. Non, sur le les Gauloises? Non, j'en ai pas assez. Non, c'est pas des Gauloises. C'est pas des Gauloises. Mine. Peut-être ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on voit vraiment à quel point pour vous le roman c'est un espace de jeu entre les faits réels. Vous faites énormément de recherches, surtout, bon là c'est sur la vie de Ravel, mais sinon c'est par exemple ça serait sur les lieux ou bien ça serait sur... à chaque fois c'est extrêmement précis et il y a toujours un espace de jeu entre le réel et le fictif et tout le livre consiste à slalomer sans cesse entre ces deux niveaux. Et je pense que c'est plus sensible peut-être dans celui-là puisque c'est une libre variation à partir d'une biographie quand même, donc d'une vie avec des faits. Ben oui, ça, je ne m'étais jamais servi d'un personnage réel. Mais en fait, il y a écrit roman sur la couverture. Bon, c'est les éditions de Minuit qui ont dit que ça serait mieux qu'il y ait roman. Moi, je ne pensais pas à rien de particulier. Irène est insupportable. Mais cela dit, là où ce mot de roman peut se justifier, c'est justement dans le travail qui se faisait, qui était une espèce de mouvement romanesque en permanence entre l'imaginé et l'avéré, entre le fictif et le certain. Quoi. Et c'était au fond un passage de l'un à l'autre. De l'un à l'autre, et puis cette espèce d'écho qui déterminait, ces espèces d'écho entre ces deux catégories qui déterminaient une espèce une ligne, un équilibre à trouver. Et c'était en fait, c'était là presque moi qui étais dans une position romanesque par rapport à ces données-là. La fin de la vie de Ravel est terrible. Procédant à main nue, on lui scie la boîte crânienne pour en isoler le volet frontal droit qu'on retire, puis on ouvre transversalement la dure mère afin d'examiner comment ça se passe à l'intérieur. On tombe sur un cerveau légèrement affaissé à gauche, mais plutôt normal, sans aspect de ramollissement particulier, même si les circonvolutions, pas trop atrophiées non plus, sont séparées par de l'œdème. Ne découvrant aucune tumeur, on ponctionne la corne ventriculaire pour faire sortir un peu de liquide, celui-ci n'apparaissant que si l'on presse la zone considérée. On y injecte un peu d'eau plusieurs fois dans l'espoir d'une dilatation. Le cerveau se gonfle mais se dégonfle aussitôt. L'atrophie cérébrale paraît irréversible. Bref, on n'est pas très avancé. On renonce, on referme l'orifice d'injection, puis, laissant la dure mère ouverte, on remet en place le volet que l'on suture au fil brun. L'homme meurt quelques instants plus tard, enfin quelques jours ou quelques heures plus tard. Oui, alors... Un autre je voulais conseil de parler lecture d'un premier roman qui s'appelle Histoire contre nature, donc d'une jeune femme au nom difficilement prononçable, Yakuta Alikavazovic. Une émission cosmopolite, voilà. Vous avez raison. Parce qu'effectivement, elle est d'origine étrangère, mais elle est née à Paris. Et c'est un roman par nouvelle. Donc tout tourne autour d'un personnage qui s'appelle Violette, qui est une énigmatique jeune femme. On sent bien qu'il y a un mystère, on ne sait pas exactement lequel. Et à tour de rôle, plusieurs personnages qui sont amenés à la côtoyer prennent la parole. Soit c'est son amant, soit c'est une jeune femme simplement qu'elle a croisée, soit c'est l'ex de son ami actuel, etc. etc. Et chacun de ces personnages a pour caractéristique ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu un être aimé, ils sont tous dans une espèce de deuil. Et au fur et à mesure, évidemment, les pièces du puzzle se complètent et on comprendra un peu le mystère de Violette. Mais c'est finalement moins le dévoilement de ce mystère qui compte que le ton du livre. Parce que cette jeune femme a vraiment des métaphores assez décalées, enfin une façon de regarder les choses, toujours des images inattendues. Donc on est toujours désarçonné à chaque fois par ces phrases et par la façon dont elle note l'aspect ou bien les qualités des uns et des autres. Édition de l'Olivier, Histoire contre nature, de ce jeune auteur qui s'appelle Yakuta Alikavazovic.
Très bien. Je voulais vous signaler, on arrive à la fin de cette émission, Nosfell qu'on recevait dans cette émission. Voici un DVD qui illustre son travail. Nosfell a cette particularité de s'être créé son propre langage et de l'écrire. C'est un langage tout à fait singulier. Il a des cahiers où il écrit une langue qu'il est le seul à savoir mettre en forme. Au-delà de ça, c'est un musicien tout à fait prometteur. Premier DVD, c'est enregistré lors d'un concert à Bruxelles. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On a vraiment de quoi lire et de quoi être tranquille dans la complexité du monde avec vous du Liban, avec vous d'Amérique, avec Jean Echenoz et Ravel, et avec vous Philippe Collin. Je voulais vous rappeler qu'au 1er février, ou en tout cas vous le dire parce que c'est la première fois que je donne ces chiffres-là, au 1er février, il y avait dans les prisons françaises 59 248 détenus pour seulement 51 142 places, qu'il y a en revanche, et c'est plutôt un bon signe, moins de mineurs en prison, 706 mineurs en prison. Par ailleurs, je vous signale qu'une pétition circule pour la libération des 4 membres du groupe terroriste Action Directe, encore emprisonnés. J'ai cité Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani et Régis Schleicher. Ils ont tous effectué leur période de sûreté de 18 ans. Tous ont demandé une libération conditionnelle. Tous restent emprisonnés. Ils ont tous fait un peu moins ou un peu plus de 7000 jours de prison. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Claire Diterzi, deuxième titre, La musique adoucit les mœurs. Bleu, rose, elle nous berce de douces illusions. Éclose, elle est la compagne de nos rébellions. Rhapsodie dodecaphonia, requiem ou toccata, sonatino oratorio, la musique adoucit les mœurs. Morose, elle essuie tous nos désenchantements. Virtuose, elle arrose les plus belles de nos réjouissances. Rhapsodie dodecaphonia, requiem ou toccata, sonatino oratorio, la musique adoucit les mœurs. Adoucit les mœurs. Requiem ou toccata, sonatino oratorio. La musique adoucit les mœurs, adoucit les mœurs.
Terzi. أنا الورسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف